Bien avant d'arriver dans le village d'Insma, une grande silhouette se détache au loin et trône, telle une grande dame au milieu d'un cadre verdoyant. C'est la silhouette élancée de l'église Saint-Clément d'Insma. En traversant le cimetière qui l'entoure, vous remarquerez un ossuaire du XVIIIe siècle et un monument en hommage au bienheureux Jean-Martin Moy. Né à Cutain en Moselle en 1730, ce prêtre des missions étrangères de Paris a prêté une attention particulière à l'éducation des enfants défavorisés, a fondé les Sœurs de la Divine Providence et a été missionnaire en Chine. En vis-à-vis se trouve la tombe de l'abbé Antoine-Pierre Lacombe, son premier successeur. Une fois la porte d'entrée franchie, le visiteur se trouve au milieu de la nef. Il est saisi par une douce lumière qui émane des vitraux. Il se laisse envahir et envelopper par cette luminosité et prend le temps d'entrer dans ce sanctuaire. Naturellement, son regard se porte vers l'avant et découvre dans le chœur et l'immense baldaquin qui surplombe un grand maître-autel en marbre de 1938. L'autel, installé ultérieurement dans l'élan du Concile Vatican II, a été réalisé à partir des portes du banc de communion. 4 statues de Saint Veille, Sainte Anne, Saint Roch, Saint Léopold et Saint Jean Népomucène. Arrêtons-nous particulièrement auprès de Sainte Anne et de Saint Jean Népomucène. La statue de Sainte Anne rappelle l'existence d'un pèlerinage local à la chapelle Sainte-Anne située à mi-chemin entre Insma et Albestroff. Chaque année, depuis le XIIIe siècle, les fidèles s'y rassemblent pour honorer la mère de Marie. Saint Jean Népomucène, chanoine à la cathédrale de Prague au XIVe siècle, est le saint patron des confesseurs, lui qui a préféré mourir plutôt que de révéler au roi Venceslas IV les secrets que la reine lui a confiés en confession. À l'entrée du chœur se trouve depuis le début de cette année 2020 une statue de Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs. Elle se reconnaît à la tour qu'elle tient dans sa main gauche, faisant ainsi allusion à la tour dans laquelle son père l'avait enfermée parce qu'elle refusait le mariage et dans laquelle elle s'était convertie. De façon plus particulière et originale, la main droite de Sainte Barbe protège ici un mineur qui s'est réfugié près d'elle. Offerte par l'association locale d'anciens mineurs, cette statue a durant de longues années séjourné dans les foyers des mineurs d'Insma. En levant la tête, le visiteur découvre un blason en haut du cintre du chœur. Il représente les armes de l'abbé Barthélemy Louis-Martin Chaumont de la Galésière et rappelle une grande partie de l'histoire de cet édifice. Ce moine bénédictin a dû faire construire à ses frais le cintre du chœur de l'église en 1771. Cette présence bénédictine n'est pas fortuite. Depuis 1102, une communauté de bénédictins venant de Saint-Miel est présente dans le village qui s'appelait alors Amanges. Alors que la première église d'Amanges, qui a été érigée au Xe et au XIe siècle, a été brûlée en 1631 par les Suédois, elle n'est pas encore rétablie à la fin du XVIIe siècle. Devant l'immobilisme de la communauté bénédictine, le curé Mathias Hanson en appelle à la duchesse Lorraine Élisabeth Charlotte d'Orléans, qui envoie alors l'architecte Leban sur place en 1732. Celui-ci réalise les plans d'une nouvelle église que nous voyons encore en grande partie aujourd'hui. Sa construction s'étale de 1736 à 1789 et il faudra attendre 1844 pour que soit édifié l'actuel clocher.
Dans la nef trônent en maître 2 saints importants dans l'histoire du diocèse de Metz. Saint Clément, premier évêque de Metz au IIIe siècle, bien connu pour avoir terrassé le dragon appelé Graouli, symbole du mal. Saint Clément est devenu le saint patron de l'église d'Insmin. La deuxième statue est celle de Saint Nicolas, patron de la Lorraine et protecteur des enfants. Il fait l'objet d'une fête populaire le 6 décembre en Lorraine. En remontant la nef, chaque vitrail signé par Alphonse Serret de Strasbourg vers 1955 dévoile un camailleux de couleurs, tantôt dans les bleus, tantôt dans les ocres, tantôt dans des teintes printanières, alliant des teintes rosées et des reflets verts. En haut de chaque vitrail de la nef sont représentés des blasons d'évêques de Metz du XIXe et du début du XXe siècle. Au milieu de la nef se trouve une imposante statue du Sacré-Cœur qui surplombe les fonds baptismaux entourés de l'ancienne grille de banc de communion en fer forgé. Cet espace rappelle l'amour miséricordieux de Jésus pour l'humanité, amour qui s'exprime notamment lors de la célébration du sacrement du baptême, où la personne passe à la vie nouvelle de chrétien et vit désormais de cet amour divin révélé. Mais le plus surprenant et le plus remarquable reste à venir, tel un bouquet final pour cette visite. C'est l'orgue. D'une taille imposante, il occupe toute la largeur et la hauteur de la tribune. Et comme on ne fait pas dans de petites dimensions, c'est même le plus grand orgue rural de France. Il a gardé son aspect d'origine avec son buffet de style Louis-Philippe et sa devanture monumentale aux 142 tuyaux d'étain. Construit à partir de 1839, fonctionnel dès 1843 et achevé en 1846, il est l'œuvre de Pierre Rivinard, facteur à Trèves. Plusieurs transformations importantes sont effectuées à la fin du XIXe siècle. L'orgue comporte alors 39 jeux, environ 2400 tuyaux, 3 claviers et un pédalier. Lors de la réquisition des métaux en 1917, les autorités allemandes épargnèrent les tuyaux de façade de cet instrument, lui reconnaissant une haute valeur artistique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les tuyaux de l'orgue échappent aux confiscations, le curé du lieu ayant jeté au feu les questionnaires envoyés par Berlin. Néanmoins, l'orgue subit des dommages lors des bombardements de 1940 et de 1944. Il sera remis en état en 1949 par la manufacture Fer Hermann de Boulay. Depuis l'électrification réalisée en 1967 par les facteurs allemands Alexander Baron et Hubert Elson, cet orgue aux 4900 tuyaux et 49 jeux, répartis sur 4 claviers, nécessite une restauration complète. Le défi est lancé et la paroisse doit réunir des sommes importantes pour la réfection de ce bel instrument, présentant un réel intérêt historique et patrimonial. Vous pouvez soutenir le conseil de fabrique en lui adressant vos dons. Écoutons-le encore sonner tant qu'il peut et faisons tout pour que ce ne soit pas le chant du cygne.